Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée? Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 24. Une biologie. Les mécanismes biologiques. L'eau est d'abord un liquide aux propriétés particulières. Elle est un composé chimique de molécules en interaction H2O particulièrement complexes. Ces particularités complexes résultent des capacités de ces molécules à s'agglutiner, temporairement, et de former des réseaux. L'eau a aussi la particularité de s'évaporer par échauffement ou de se structurer en une masse de glace plus légère que l'eau. L'eau pourrait avoir une autre propriété, celle de conserver l'empreinte de substances y ayant transité. Un avantage pour la recherche pharmaceutique. Mais cela n'est pas aussi simple à faire admettre par la communauté de ces chercheurs. La subordination de la recherche scientifique aux lobbyistes économiques et pharmaceutiques verrouille tous les systèmes de recherche ne correspondant pas aux attentes économiques. L'injection des énormes capitaux dans les gigantesques structures économico-scientifiques n'accorde aucune place à une recherche qui serait indépendante de leurs dogmes. Toutes les nouvelles idées émises, mais dérangeantes pour le système, sont irrémédiablement censurées. Il ne faut surtout pas compter sur les moyens d'information scientifique de pouvoir déroger à la tendance, il reste à la subordination des pouvoirs économiques. La sélection n'est possible que par la soumission aux forces exercées. Les carriéristes en sont très conscients. Dans ce système, la parole médiatique est plus importante que les résultats obtenus. La recherche d'une reconnaissance scientifique doit s'accompagner d'une légitimité avec le système. Les institutions sont les gardiennes d'une science officialisée qui n'accorde sa bénédiction qu'à ceux qui respectent les codes, en dehors de tout esprit d'une saine recherche scientifique. Un modèle d'évaluation est donc instauré pour défendre les dogmes imposés. Les procédures de censure et de verrouillage l'emportent largement concernant toutes les recherches qui ne correspondraient pas au paradigme en vigueur. Tous les niveaux de la recherche fondamentale, en opposition à la recherche appliquée, se heurteront à ces niveaux oligarchiques scientifiques établis. En 1982, des expériences en recherche biologique avaient été réalisées dans l'unité 200 de l'INSERM, à Clamart.
Il s'agissait de recherches in vitro sur des produits à haute dissolution. La médecine homéopathique est basée sur des effets médicamenteux à partir de très faibles doses de principes actifs. Ces très faibles doses se situant en dessous du seuil d'efficacité généralement admis en médecine traditionnelle. Ces recherches étaient alors contraires à la possibilité d'une activité biologique de type moléculaire, en l'absence de molécules. Les niveaux de recherche avaient été établis à partir de dilutions répétitives d'une solution contenant de l'anti-GE, anti-immunoglobulineux, qui est un anticorps, soit des protéines indispensables au système immunitaire, puisqu'ils sont chargés de détecter des éléments indésirables dans la circulation sanguine, et de recruter des cellules pouvant lutter contre le développement de ces éléments indésirables dans notre organisme. Au fur et à mesure des dilutions d'une solution contenant de l'anti-GE, les effets sur les globules blancs, basophiles, qui sont un type de globules blancs dont la particularité est de posséder des granules, sortes de grains intracellulaires dont la particularité est d'être sensibles à un processus de dégranulation, agréant le bon fonctionnement des tests et permettant leur sensibilité à certains antigènes, qui créent des allergies chez certaines personnes, commenceraient d'abord à diminuer puis, au-delà d'un certain seuil de dilution, ils reprendraient leurs effets de façon inexplicable. En effet, à partir de la 9e dilution décimale, aucun principe actif n'est censé pouvoir agir en raison du très faible nombre de molécules de ce principe actif, encore présentes dans la dilution utilisée. L'expérimentation consistait à utiliser une dose de principe actif dans un tube à essai numéro 1, contenant de l'eau désionisée, c'est-à-dire complètement purifiée de ses sels naturels. Pour obtenir une première dilution décimale, il est retiré 1/10 de la substance du tube numéro 1 qui est transféré dans un tube à essai numéro 2, contenant lui aussi de l'eau désionisée au volume de 9/10. Les tubes étaient alors violemment agités mécaniquement, pendant 15 secondes. Et ainsi de suite, avec toutes les rigueurs professionnelles indispensables, utilisées par les expérimentateurs. Arrivé à la 9e dilution, soit à 1/1000e de la dose utilisée, pour un test en biologie classique, une reprise d'activité des principes actifs était alors constatée. De très nombreux tests auraient ensuite été effectués, selon des protocoles bien rodés, pour pouvoir déterminer la véracité sans ambiguïté du résultat précédemment constaté. En l'occurrence, des protocoles de contrôle auraient également été rajoutés, en raison du caractère particulier obtenu par le phénomène constaté. Dans le souci de plus grandes investigations, les biochimistes à l'origine de ces recherches auraient expérimenté des dilutions progressives allant jusqu'à la 120e décimale, soit 1, suivi de 120 zéros. Dans les graphiques obtenus et nécessaires à une meilleure compréhension, réalisée à partir de ces nouvelles expériences, il avait été constaté des pics d'activité suivis de chutes d'activité en alternance. En termes statistiques, le constat qui s'imposait était une insuffisance de molécules, ou même d'une absence totale du principe actif, permettant l'obtention d'une réaction, à partir d'une dilution décimale correspondant à 1 × 10-15. En regard de ces résultats, les laboratoires homéopathiques de France auraient établi des contrats avec protocole de recherche, co-signés par l'INSERM. Ils auraient permis d'étudier les effets des médicaments homéopathiques, qui sont, par définition, composés de substances à haute dilution, grâce à des niveaux d'investigation plus affinés. Ces protocoles auraient été réalisés sur la base des résultats des investigations précédemment constatées. Ils auraient été établis avec la même rigueur que ceux conclus avec l'industrie pharmaceutique classique. Les instances homéopathiques accueillirent les confirmations des précédents résultats avec enthousiasme, puisqu'ils émanaient d'un centre de recherche de l'INSERM. Cependant, les résultats divulgués paraissant incompatibles avec les fondements de la biologie traditionnelle qui précisent qu'il ne peut exister d'activité biologique en dehors de la présence des molécules d'un principe actif. Aussi est-il intéressant de définir que les conclusions des travaux n'engageaient pas de processus thérapeutique. Il s'agissait simplement d'une divulgation des résultats obtenus, à partir de recherches sciemment contrôlées, d'un effet biologique constaté.
La divulgation des résultats obtenus permettait de porter à la connaissance d'autres instances de recherche dans le monde, de pouvoir reprendre les études à partir des bases de travail, pour la confirmation ou l'infirmation des résultats établis. Les résultats définitifs se seraient avérés sans équivoque. Tout se passe comme si l'eau se souvenait de la molécule. Il avait aussi été précisé que les résultats ne permettaient pas de donner des explications. Le principe de réserve était donc appliqué. Pourtant, s'il peut exister un effet biologique sans molécule de principe actif ainsi constaté, cela précise que les connaissances en physique, chimie et en biologie demeuraient encore insuffisantes. Chaque nouvelle découverte devrait pouvoir faire l'objet de répercussions sur les modèles économiques en vigueur. Le constat expérimental d'un phénomène reproductible devrait aboutir à des interrogations sur la signification et les mécanismes qui interagissent, afin de pouvoir comprendre ce qui n'est pas compréhensible à un moment donné. Un nouveau niveau de recherche aurait dû s'engager vers la confirmation du phénomène dans d'autres systèmes biologiques. L'étude des systèmes biologiques par des manipulations physico-chimiques et étudier les comportements de ces activités inhabituelles. Entreprendre des coopérations multidisciplinaires internationales, avec des physiciens et des chimistes ayant les compétences pour pouvoir aborder ce sujet de recherche. Ce sont là les démarches normales de la recherche expérimentale. Les considérations des experts étant au contraire motivées par le souci d'écarter définitivement toute recherche sur le souvenir d'une molécule par l'eau, en raison des conséquences trop favorables à une médecine controversée, celle de l'homéopathie, au détriment de la médecine classique, et aux enjeux économiques considérables. Ce sujet a donc fait partie des nombreuses censures scientifiques. Des organismes. Chaque organisme détient des informations génétiques encodées dans une molécule. Il s'agit d'une séquence d'informations moléculaires qui comporte l'enregistrement de tout ce qui est nécessaire pour construire l'organisme et à le faire fonctionner. Ce sont 4 briques de construction chimique appelées adénine, thymine, cytosine, guanine. Leur disposition crée le code génétique, c'est-à-dire les instructions permettant de construire un corps, à partir de protéines et d'autres composants. Cependant, une partie du code n'est pas utilisée. Un surplus génétique de rebut, en quelque sorte, qui permettrait d'y cacher un message codé, sans compromettre la fonctionnalité d'un organisme. En effet, l'ADN est le code universel. Existerait-il un lien entre les espèces de notre planète et d'autres espèces dans l'univers? C'est effectivement ce que révèlent des fragments de météorites, chondrites carbonées, contenant des molécules organiques qui sont les bases nucléiques, permettant d'établir le lien direct avec les acides aminés. Elles sont parvenues jusqu'à nous et datent de l'origine de notre système solaire. Ces bases azotées dites nucléiques sont, en fait, les 4 composantes A, G, C et T de l'ADN, ces molécules qui relient les 2 brins de la double hélice de nos chromosomes. Le corps humain pourrait être considéré comme possédant 3 enveloppes, une enveloppe physique, une enveloppe spirituelle, une enveloppe de la conscience. La matière n'est que de l'énergie. L'énergie peut devenir de la matière. La structure matérielle a besoin d'une grosse quantité d'énergie pour se maintenir sous une forme matérielle. C'est cette importante quantité d'énergie qui maintient notre enveloppe physique. Les flux et les champs d'énergie sont repérables autour de la matière physique. Il en est de même pour les plantes et les diverses variétés animales dont l'humain fait partie. Des champs lumineux sont repérables autour de chacun de leurs corps. De nombreux appareillages ont été réalisés afin de pouvoir étudier les implications de ces champs énergétiques entourant les êtres. Il est devenu possible de mesurer ces quantités d'énergie et leur signification. Les images obtenues s'appellent des bioélectrographies, aussi appelées effets Kirlian, maintenant traités par informatique. Ces champs lumineux sont des effets quantiques, intégrants, de la physique des particules. Chacun d'entre nous est tout être vivant émettant des photons. Chaque être contient des milliards de cellules. Chacune de ces cellules a une fonction particulière. La fonction de ces cellules est conditionnée par une zone de stockage des informations qu'on appelle un génome.
Le génome qui se présente comme une zone de stockage de l'information comprend un système de stockage. C'est la mémoire de la cellule située à l'intérieur du noyau. Ce système de stockage de l'information fonctionne à partir d'une molécule qui contient le génome, c'est-à-dire la mémoire et des protéines, soit des programmes. La particularité de cette molécule est que son encodage est spécifique pour chacune des cellules. Il contient un génome particulier et chaque cellule sait lire l'encodage réalisé à partir des chromosomes. Chaque gène est un segment génétique. Il s'agit d'une protéine qui est une chaîne unique et continue d'acides aminés. Chaque chromosome contient 4 séries de molécules et leur signification. On appelle cela le stockage de l'information génétique par code quaternaire. Par comparaison, l'encodage de base des informations de l'informatique actuelle se fait à partir d'un code binaire fait de 0 et de 1. Chaque cellule ne peut fonctionner qu'à partir des informations contenues dans ces molécules. Chaque molécule étant constituée de 3 milliards de codes. Chaque molécule se présente comme un livre d'instructions et de références, consultable par la cellule. Bien évidemment, le volume d'instructions d'un livre génétique dépend du rôle de chaque molécule et à quelle zone elle appartient. Par voie de comparaison, le livre de référence d'un virus contient très peu d'informations et de références, en comparaison avec la cellule humaine. L'information du code génétique dépend de l'usage qui doit en être fait. Plutôt que de nous contenter de comprendre comment fonctionne l'enregistrement génomique, il paraît plus intéressant d'en modifier ses composants. Les organismes vivants deviennent la matière première de la recherche. Ce sont des bactéries qui sont mises à contribution, elles sont reprogrammées. C'est une réécriture de leur code génétique. Chaque cellule, de tout organisme, contient un génome qui est une zone de stockage des informations. Il s'agit d'un noyau contenant des chromosomes. C'est un langage commun à toute forme de vie, de l'unicellulaire au multicellulaire. La molécule comprend 4 bases chimiques répertoriées, c'est le code quaternaire AT-GC, à l'intérieur du noyau. À partir de cette biologie chimique naturelle, de grands groupes économiques multinationaux fabriquent une biologie artificielle. De nouveaux organismes sont en création, dénommés biologie synthétique. La molécule artificiellement ainsi créée comporterait des bases chimiques différentes. De quelle façon sera-t-elle utilisée ? Son utilisation prévoit-elle aussi une sélection dans le genre humain ? Quels seront les effets de ces changements sur la société humaine ? Il convient de préciser que le gène, qui est l'enregistrement des références, est conditionné et modifié, dans le temps, par son environnement, par des mutations. Ce sont ces mutations qui permettent l'évolution de chaque espèce. Le génome humain contient 25 000 gènes, par comparaison avec certaines bactéries, qui n'en contiennent que 1000. Avec la théorie de l'évolution, les humains partageraient un ancêtre commun avec les bactéries. Nous aurions donc accumulé 24 000 gènes supplémentaires en 2 milliards d'années, soit un gène supplémentaire tous les 100 000 ans. Les nouveaux gènes apparaissent, par mutation aléatoire et par sélection naturelle. Cela augmente la complexité d'un organisme et ajoute de l'information au génome. Le code génétique est universel. Il est identique pour tous les éléments vivants. Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que chacun d'entre nous abrite plusieurs milliers de bactéries, dont le rôle est en symbiose avec nous. Le génome n'est qu'un enregistrement basique de référence. Il évolue en fonction des propres centres d'intérêt du sujet qu'il abrite. Le destin des espèces n'est pas déterminé par la génétique, ni par ses caractères héréditaires, ni par son environnement, mais par une juxtaposition d'événements. Ce sont les différents messages qui participent à la fabrication des protéines, les molécules indispensables au développement, au fonctionnement et à la régulation de l'organisme. Une programmation prédéfinie. Les Grecs, sous l'Antiquité, considéraient que l'avenir de chaque personne était prédéfini, à l'avance. Il ne pouvait y avoir aucun libre arbitre, selon cette hypothèse. Des mécanismes pourraient guider nos comportements, sans que nous n'en ayons conscience. Ce sont, en réalité, des programmes qui commandent nos actions. La plus grande partie de nos actions sont automatiques et inconscientes.
Elle s'organise en fonction des aléas du moment, sans que nous ayons à intervenir. Il y aurait une corrélation entre notre cerveau et notre organisme. Selon certaines études faites par des neuroscientifiques, il apparaîtrait que le subconscient déciderait avant le conscient. La prise de décision, prise ultérieurement, ne serait alors qu'illusoire. Nos décisions seraient donc prédéterminées par notre subconscient, c'est-à-dire, après l'analyse réalisée dans notre cerveau qui dicte la décision à prendre. Une préprogrammation de notre activité cérébrale déterminerait nos choix. Où est alors notre libre arbitre? Nous serions des entités biologiques, parfaitement programmées. Le concept d'émergence semble pourtant vouloir laisser apparaître une possibilité de choix. C'est peut-être une possible programmation exponentielle. Il y a cependant un concept dont il convient de tenir compte. C'est celui de l'individualité, dans sa relation avec son environnement, et surtout avec les autres individualités. Elles aussi seraient programmées pour pouvoir fonctionner en autonomie totale. C'est alors la responsabilité individuelle qui créerait des interactions avec les autres individus. Chacune de nos décisions aurait des répercussions sur notre environnement et sur les autres personnes. C'est le concept de liberté qui agirait et nous ferait prendre des décisions. Il interviendrait encore un autre concept, celui des comportements de masse. Les déplacements de personnes dans une foule ont une apparence chaotique. Mais, ce n'est en fait qu'une apparence, car des règles et des modèles se déterminent dès qu'on les étudie de plus près. Un univers quantique. L'univers quantique serait à l'univers physique ce que les fondations sont à un édifice. Nous ne pouvons comprendre la façon dont est réalisé un édifice que si nous connaissons l'organisation de ses fondations. Les fondations sont, généralement, conçues pour un modèle bien précis d'édifice. Aucun édifice ne peut reposer sur des fondations inadaptées. La façon dont sont réalisées les fondations doit ainsi pouvoir expliquer pourquoi l'édifice est construit de cette façon. Toutefois, est-ce que la construction des fondations peut servir à la réalisation de différents types d'édifices? Que pouvons-nous déterminer si nous reportons cette hypothèse de la construction pluriréalisatrice des fondations de l'univers à la réalisation de cet univers physique dans lequel nous nous trouvons? Nous pouvons envisager que la mise au jour des fouilles de notre univers, puisque c'est ainsi que nous pouvons interpréter la physique quantique et qui seraient les fondations de l'univers, apparaissent comme étant organisées, pour permettre la mise en œuvre de divers modèles d'univers physique. Notre univers a donc ses fondations, nous les avons découvertes et comprises à partir des théories élaborées que sont les schémas mathématiques des théories quantiques. Il s'avère que tous les schémas mathématiques ont pu être corroborés par diverses expériences confirmant chacune des théories émises. Dans ce que nous considérons comme l'infiniment petit, chaque théorie nous a permis de vérifier un fonctionnement différent du fonctionnement de la physique traditionnelle, dite classique. Les schémas de la physique quantique permettent notre compréhension de ce qui définit la matière elle-même. Ils nous expliquent comment chaque particule atomique, dont tout est constitué, fonctionne. Un objet quantique, une particule de l'atome en l'occurrence, se présente sous une définition surprenante de double dimension, une dimension matérielle plus une dimension ondulatoire. La lumière, qui en résulte, sera alors considérée, soit comme une onde, soit comme une particule. Elle apparaît donc, à la fois matérielle et immatérielle, selon notre modèle d'observation. Les particules des atomes présentent aussi d'autres comportements très surprenants. Malgré cette apparente contradiction, les expérimentations, élaborées à partir des schémas mathématiques envisagés ont toutes, de façon irréfutable, permis de vérifier le bien-fondé de ces schémas. Toutes les expériences réalisées ont continuellement confirmé chacune des théories avancées. Il convient de comprendre que tout ce qui est expliqué, au niveau de la structure de la matière, régit tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Il convient aussi de bien comprendre quelle est la structure de l'unité qui est à la base de toute organisation, dans l'univers physique. Cette unité, c'est l'atome, soit un noyau ayant un ou plusieurs électrons gravitant autour de lui et puis, surtout, la composition elle-même du noyau atomique.
C'est sans doute là que commence l'impossible comparaison de l'infiniment grand avec l'infiniment petit, et vice-versa. En effet, il apparaît facilement explicable que, dans un système solaire, ce soit des planètes qui gravitent autour d'un noyau central rayonnant, appelé Soleil ou étoile, dont chaque trajectoire de ces planètes est facilement prévisible et explicable. Il n'en va pas de même pour l'orbite supposée de chaque électron, qui, d'une part, ne peut se trouver que sur une orbite bien spécifique, et qui, d'autre part, apparaît doué de la faculté d'être en mesure de quitter sa trajectoire initiale, pour une autre, et ce, de façon spontanée. Malgré cette incohérence, un rayonnement lumineux d'une longueur d'onde très précise peut être créé. Cette faculté de changement de trajectoire, instantanée, se fait apparemment sans que l'électron ait à traverser l'espace qui le sépare d'une trajectoire à une autre. On appelle ce phénomène un saut quantique, possédant, au passage, une énergie quantifiée, mais jusqu'à maintenant, inexpliquée. Cette mécanique quantique a permis d'élaborer un certain nombre d'hypothèses, dont les figures d'interférence, le principe de probabilité et le principe d'incertitude, montrent qu'une particule peut se comporter comme une onde. Il s'agirait donc d'une onde de probabilité où l'amplitude d'une onde a une position donnée, qui prédit qu'un électron se trouve à une certaine position. L'électron apparaît alors comme doté d'une multitude de possibilités. Une équation permet justement de trouver l'onde de probabilité d'un électron, permettant d'établir ainsi avec certitude quel sera son positionnement, à partir de l'utilisation d'un nombre important d'électrons. Les équations de la mécanique quantique sont donc très précises, dès l'instant qu'il s'agit de probabilité. C'est le pouvoir des probabilités qui est alors mis en exergue. Il convient cependant de comprendre qu'à partir de la mécanique quantique, l'univers physique est gouverné par la probabilité et non par la certitude. C'est-à-dire que la nature fondamentale de la réalité est déterminée par le hasard et surtout pas par l'intuition, ce qui implique que rien ne puisse être affirmé avec certitude. Les équations quantiques sont pourtant à la base d'un grand nombre de nos avancées technologiques. Certains calculs semblent démontrer un phénomène d'implication et d'indéterminisme entre les particules. Une particule affectée impliquant un comportement à une autre particule, même si rien ne semble les relier et quel que soit leur éloignement dans l'espace, dans ce rôle des particules impliquées. Les particules peuvent ainsi être corrélées à travers l'espace, quelles que soient les distances les séparant. Cette singularité a pour objet de ne pas pouvoir appréhender les phénomènes particuliers de la mécanique quantique. La particularité de corrélation est trop étrange à notre compréhension, elle sous-entend qu'une particule est susceptible de tourner dans n'importe quel sens, sans qu'on puisse le déterminer, sauf à l'affecter et par voie de conséquence, à affecter une autre particule qui se trouverait en corrélation. Il peut donc être déterminé que c'est ainsi que cela fonctionne, mais il n'y a pas d'explication à donner. S'agit-il d'expliquer les mécanismes de téléportation? Des mécanismes qui consisteraient en une extraction d'un état quantique et de sa reconstitution intégrale, ailleurs. Autrement dit, il s'agirait d'une information qui serait téléportée et non de la matière. Cette information serait ensuite restituée, reconstituante de ce fait, de la même matière. Ce qui surprend, ce sont les incertitudes observées sur le fonctionnement de l'univers microcorpusculaire. Le niveau quantique de celui-ci divergerait dans son fonctionnement, dès lors que nous l'observons. L'univers macrocorpusculaire, dont nous faisons partie intégrante, correspondrait-il à ces caractéristiques particulières? Pourtant des possibilités qui existent dans l'univers quantique microcorpusculaire, se retrouveraient dans l'univers classique macrocorpusculaire, où chaque possibilité récupérerait son aboutissement. Il s'agit donc d'un univers de potentialités et, qui plus est, en état potentiel. Toutes ces hypothèses nous amèneraient-elles à soupçonner l'existence d'autres univers? Des transferts d'informations. Le transfert d'informations d'un atome vers un autre atome est appelé téléportation. Les corrélations entre particules sont permanentes, quelle que soit leur situation dans l'espace, on dit qu'elles ont un état intriqué. Ce comportement global neutralise toute tentative d'explication.
Les particules posséderaient, chacune en propre et à l'avance, la propriété qu'on a décidé de mesurer. Il nous faut prendre en considération que les concepts qui nous sont devenus familiers, pour pouvoir être compris, doivent être remplacés par des concepts mathématiques abstraits, c'est-à-dire des équations expliquant la fonctionnalité de chacun des éléments. Les différents états physiques d'un système. Par exemple, l'électron possède différents états possibles. Pour pouvoir l'étudier, il suffit de représenter ces différents états physiques possibles par des entités mathématiques, cela s'appelle le principe de superposition. Qu'est-ce que la réalité? Existe-t-il une réalité? Pour comprendre la réalité, il faut avoir recours à des structures mathématiques qui ne sont pas dans la réalité. Seule, pour le moment, cette éventualité permet de comprendre le fonctionnement de notre univers, tel que nous le percevons. La théorie quantique montre que chaque élément n'a de propriété que celle que nous lui voyons au moment où nous l'observons. Avant de l'observer, nous ne pouvons pas connaître sa réalité. Cela serait donc l'observation qui produirait la réalité. Autrement dit, les éléments observés peuvent être des éléments différents, avant qu'ils soient observés. Les éléments quantiques ne deviennent ce qu'ils sont qu'à partir du moment où ils sont observés. Ça serait donc bien l'observation qui produirait la réalité. Quelle serait alors notre implication dans la réalité visible de notre environnement physique? L'implication des particules, dans l'univers quantique, signifie que la modification d'une particule modifie une autre particule, dès lors qu'elles sont liées entre elles, même si elles sont séparées dans l'espace. Cette implication permet la transmission d'états dits quantiques, appelés des téléportations. Il ne s'agit pas d'un transfert de matière dans l'espace ni même d'une particule. Il s'agit de la transmission des propriétés d'un photon sur un autre photon, ils deviennent alors des photons intriqués. Il s'agit donc d'un transfert d'informations, de particule à particule. Ils sont appelés des vecteurs de communication. Il convient de déterminer le concept de l'information et le concept du savoir. Il s'avère que c'est l'information qui est l'élément constitutif de chaque élément et non pas l'élément lui-même. La matière, vue sous cet aspect particulier de la perception, n'est plus matérielle, mais elle est un volume d'informations, rassemblé en un endroit distinct. Ainsi, chaque unité est une somme ou un volume d'informations. Chaque élément étant un volume d'informations qu'il représente et non un élément en soi. L'aspect d'un élément n'est pas représentatif de l'information qu'il représente, ce n'est qu'un aspect. Ce qui importe c'est le volume d'information contenu dans l'aspect de l'élément observé. De nombreux responsables scientifiques considèrent maintenant qu'il y a une pluralité de planètes et aussi une pluralité de vies. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il y aurait même, sur notre planète des références à des visiteurs, venus d'ailleurs, hors de notre planète. Ainsi, lorsqu'ils font référence à l'histoire de notre planète, de nombreux éléments démontrent cette évidence. Se serait-il produit des visites d'êtres venus d'autres systèmes planétaires? D'autres planètes auraient aussi abrité la vie ailleurs, dans notre galaxie. Et qu'en est-il des autres milliards de galaxies? S'il est vrai que certains édifices n'apparaissent pas avoir pu être réalisés par les civilisations et leurs techniques, à certaines époques de l'histoire de l'humanité, alors qui est venu les leur construire et dans quel but? Des reproductions nous montrent aussi des vaisseaux et leurs pilotes, comparables aux témoignages rapportés actuellement d'appareils volants, encore inconnus de nos techniques de vol. Certaines réalisations, sur notre planète, nous apparaissent encore hors d'atteinte, malgré les moyens technologiques que nous savons mettre en œuvre. Pourtant, ces objets volants ou planants, qui viendraient d'ailleurs, apparaissent assez discrets à notre égard et semblent plutôt vouloir se cacher à notre vue. Ils viendraient apparemment nous observer, peut-être tout simplement pour connaître notre niveau évolutif. Peut-être sont-ils conscients que, dans l'immédiat, il y aurait des niveaux de connaissance trop différents entre eux et nous. Par contre, il nous faut aussi être conscients que les origines de ces visiteurs pourraient être extrêmement variées. Les formes très diverses des objets en seraient une illustration. Les formes des visiteurs eux-mêmes risquent d'être extrêmement déconcertantes pour nous.
À l'évidence, des habitants originaires de systèmes solaires plus anciens que le nôtre auraient pu élaborer des technologies leur permettant de se déplacer à travers l'univers. Mais comment ne pas tenir compte des distances extravagantes qui pourraient les séparer de nous, au cours de leur voyage interstellaire ou intergalactique? Comment parviendraient-ils à résoudre ces problèmes insolubles pour nous? Des contacts entre les humains et des créatures venant d'ailleurs sont-ils vérifiables parmi les plus anciennes civilisations de notre planète? Existe-t-il des éléments permettant de déterminer leurs éventuels passages, de les dater et de vérifier une possible influence de leur part sur les diverses sociétés terrestres qui se sont succédées, avec lesquelles elles auraient pu être en contact? Ces éléments sont-ils portés à la connaissance des populations? Ou bien sont-ils soigneusement cachés et pour quelles raisons? Certains ouvrages terrestres, monumentaux, apparaissent surprenants au regard des profanes. Les experts apportent trop facilement des explications totalement invérifiables et trop peu sérieuses. Contrairement à une évolution graduelle et adaptée à l'époque évoquée, certaines sociétés auraient acquis, trop rapidement, des techniques encore inconnues de nos jours. Comment expliquer rationnellement certaines de ces réalisations? Ces avancées techniques, spontanées, se seraient aussi accompagnées d'un modèle social et mental assez incompréhensible, pour ces époques-là. Si nous prenons en considération les explications officielles qui nous sont données, cela n'apparaît pas très logique. L'état mental et technologique de ces sociétés ou civilisations, étant jusqu'alors, considéré d'un niveau très inférieur au nôtre. Comment aurait-elle réussi à se doter d'un modèle technologique, non encore admissible de nos jours? Les explications qui sont données par les historiens, les spécialistes agrémentés, les livres ou les revues officielles apparaissent bien peu objectives, à cet égard. Par ailleurs, toutes les informations, de quelque provenance qu'elles soient, sont systématiquement récupérées par des autorités gouvernementales ou militaires, qui font une rétention permanente des informations recueillies. Pourtant, des accords de coopération, actuels et réciproques, pourraient, très sérieusement, avoir été conclus entre des entités venues d'ailleurs et les autorités de certains pays tels que la Russie et les États-Unis. Des bases spéciales auraient été aménagées pour permettre aux visiteurs de pouvoir s'installer secrètement et discrètement. Des chercheurs agrémentés pourraient avoir été accrédités pour des possibilités d'études et de reproduction de la technologie utilisée par ces visiteurs. Pour ce qui est d'une information généralisée et complète auprès du public, rien ne filtre. Aucune transmission d'informations officielles n'est encore décidée. Des autorités responsables et même des gouvernants semblent laissés à l'écart de ces prospectives. En ce qui concerne les représentants politiques, lorsqu'ils sont informés, ne semblent pas encore prêts ou autorisés à divulguer un quelconque niveau de connaissance que ce soit, sur ce sujet. La Grande-Bretagne fait face, depuis plusieurs années, à des événements extrêmement nombreux et troublants, concernant des apparitions de dessins dans les champs, appelés crop circles, ou cercles dans les cultures ou encore pictogrammes et qui commencent à empoisonner l'ambiance générale. La France et la Belgique pourraient être prêtes à divulguer un certain niveau de vérité concernant ce sujet en particulier. La désinformation systématique est pourtant générale. Il y a une véritable politique d'omerta. Les tentatives de dissimulation, les tentatives de dissuasion sont permanentes. La divulgation des informations, par des témoins ou des responsables, est irrémédiablement niée ou déformée. La plupart des États sont pourtant contraints de constater qu'une grande majorité de la population est prête à accepter cette idée, que non seulement nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais que nous sommes, depuis longtemps, visités par des entités, venues d'autres planètes, issues d'autres systèmes solaires, en provenance, peut-être, de tous les endroits de l'univers. Il y aurait plus surprenant encore, car il semblerait évident que de la rétro-ingénierie ait été développée et que des engins intersidéraux soient actuellement construits ou en cours de construction sur notre planète. Toutefois, leur sophistication pourrait ne pas encore être suffisante pour que les chercheurs et les ingénieurs, en charge de ces supposés programmes, puissent les exploiter, dans l'immédiat. Par ailleurs, une coopération de ces entités, venues d'ailleurs semblerait démontrer leurs intentions, totalement pacifiques à notre égard.
Il apparaît évident que si c'était le contraire, ils auraient les capacités technologiques de nous aliéner complètement. Donc, serions-nous entrés, pour quelques privilégiés seulement, dans le club des cosmonautes intergalactiques? Au fait, depuis combien de temps ces êtres coopéreraient-ils sur notre planète? Des témoins, ayant été associés à des missions particulières, n'hésitent plus à témoigner. Ils précisent que des bases souterraines leur seraient réservées. Il est évident que, pour ceux qui chercheraient à connaître la vérité sur les extraterrestres, qui y sont agrémentés et qui posséderaient tous les moyens d'investigation, la tâche est énorme. Un conditionnement. L'espèce humaine considère l'univers comme une entité matérielle dont il serait originaire. L'humain est donc conditionné par cette hypothèse. En effet, la vision que nous avons de notre environnement est conditionnée par nos sens, la vision, l'écoute, l'odorat, la saveur, c'est-à-dire les perceptions sensorielles. La réalité sur cet environnement dépend donc des moyens de perception de chaque espèce. D'autres espèces animales ont donc d'autres perceptions de leur environnement. Il est, du reste, très différent chez les insectes. Cette réalité passerait-elle par un filtre et ne serait-elle pas tout autre chose? Il se pourrait, au regard des réalités de la matière, que chaque apparence, dont l'humain fait partie, ne serait qu'une image, une expérience temporaire et peut-être trompeuse de notre univers. Quels seraient alors les secrets de la matière, nous faisant douter, aujourd'hui, de notre réalité? Nos moyens actuels d'investigation semblent nous montrer une autre réalité. Nous devons donc considérer que notre cerveau, analysant les éléments de perception de l'environnement par nos sens, est sans contact direct avec l'espace qui l'environne. Notre cerveau reconstitue ainsi l'univers qui nous entoure grâce aux signaux électriques reçus à partir de nos sens de perception. Notre vision de la réalité est en fait l'image des signaux électriques de transmission. Cela signifie que ceux qui, parmi les animaux, n'ont pas la totalité de ces perceptions fonctionnelles ignorent des parties de cet environnement. Il s'agit donc de l'interprétation des signaux électriques, reconstitués par le cerveau. Il en va de même pour les notions de distance. C'est aussi notre cerveau qui détermine la notion d'espace par accumulation d'informations. À ce moment de notre analyse, nous devons nous rendre compte que tout ce qui nous entoure, y compris notre propre volume, n'est en fait qu'une image dans notre cerveau. Il y a, de ce fait, le monde extérieur et le monde reconstitué par notre cerveau. Aussi, comment pouvons-nous considérer nos perceptions comme des réalités? La seule réalité de l'existence de notre environnement est la perception qui nous en est accordée. Nos perceptions pourraient-elles n'être que des images dans notre esprit? Si nous prenons conscience que notre environnement n'existe que dans notre esprit, nous pouvons considérer être trompés par des illusions fabriquées. Les choses et l'univers n'auraient alors de réalité que dans notre esprit. Ne pourrait-il s'agir, ainsi, que d'un monde imaginaire? L'univers et nous-mêmes n'aurions alors plus rien de matériel. Les rêves que nous faisons lorsque nous sommes endormis nous apparaissent dans une parfaite réalité, par tous nos moyens sensoriels, et pourtant, à notre réveil, si nous en percevons leurs souvenirs, nous devons admettre leur totale irréalité, par rapport à notre zone d'éveil. Il apparaît évident que, si la perception de la réalité en période d'éveil n'est pas plus logique que celle de nos rêves, la réalité de notre existence serait alors illusoire. La réalité de notre vie, dans l'éveil, ne pourrait être que le résultat de nos préjugés et de nos habitudes. Aussi, si tous les événements physiques que nous connaissons ne sont que des perceptions, qu'en est-il de la réalité de notre cerveau? Notre cerveau, lui aussi, n'est qu'une construction de matière identique au reste de notre apparence. Dans une telle hypothèse, notre cerveau n'est lui-même que la perception d'une apparence, par nos sens. Qu'en est-il alors de cet autre élément qu'est la volonté? Où se trouve la réalisation dans la volonté de connaître? Ne pourrions-nous pas appeler cela tout simplement la conscience? Qu'est-ce alors que la réalité physique, en dehors de la source énergétique qu'elle représente? La matière n'est que de l'énergie et la réalité n'est-elle qu'une perception de cette énergie?
Les lois de la chimie, de la biologie et de la physique nous amènent à considérer que l'univers, auquel nous sommes intrinsèquement liés, ne pourrait être qu'une illusion. Notre perception ne serait que le résultat d'une imposture métaphysique. La matière ne peut donc être l'être absolu, mais la conséquence d'un monde illusoire de perception. Ce monde illusoire ne serait que les limites des sens de l'humain. Si ce que nous considérons comme un monde matériel n'est que l'illusion de nos perceptions, qu'en est-il de notre conscience? Si la matière n'a pas d'existence autonome, c'est qu'elle n'est qu'une perception. Par quoi, cette perception est-elle alors causée? Pourtant, la création de ce monde matériel, pour pouvoir continuer, doit être cohérente, afin que la matière ne puisse pas disparaître. Aussi, l'univers quantique, par rapport à l'univers classique, nous apprend que l'essentiel serait l'information et la connaissance. L'étude individuelle des particules élémentaires nous montre que leur existence ne peut être démontrée que par référence à d'autres particules ou à l'ensemble de l'univers. Ainsi, lorsque la matière est scrutée dans ses plus petits détails, le monde du physique disparaît. Les objets n'existent plus, il ne reste que des relations dans l'information. La localisation et le temps disparaissent aussi. La matière solide, en apparence, dès lors qu'elle est ainsi scrutée, disparaît. S'il s'avérait que la matière n'existait pas, l'énergie deviendrait éphémère, et de simples relations d'information permettraient d'expliquer notre univers. Notre univers, dans cette corrélation, deviendrait alors un simple lieu d'expérimentation. Chaque élément, y compris nous-mêmes, devient alors une structure liée à un ensemble. Nous serions donc une substance dans la substance. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo Livre Amazon dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.